Magali Wesson, bonjour. Vous avez participé ce matin aux rencontres Recherche et Création organisées par l'Agence nationale de la recherche. Je vais vous poser quelques questions, et notamment par rapport à l'actualité. Après ces intenses périodes d'élections législatives, on a senti une forme de recrudescence du racisme, des manifestations de haine liées à une forme de relâchement psychique peut-être qui ont été permis par ces élections. Comment comprendre aujourd'hui cette recrudescence du racisme et à quoi est-ce qu'on pourrait l'attribuer ? Je ne suis pas sûre qu'on assiste vraiment à une recrudescence du racisme sur ces tout derniers moments. Bien sûr, il y a quelque chose comme une parole décomplexée qu'on a entendue, mais vous voyez cet adjectif décomplexé, on le disait déjà au temps de Nicolas Sarkozy, et il me semble qu'il y a quelque chose de beaucoup plus longue durée en réalité dans la montée du racisme et je dirais même des racismes et de l'antisémitisme, c'est-à-dire de toutes les différentes formes de racisme qui commencent à se faire entendre systématiquement dans la société et de manière très ouverte. Alors, à quoi c'est dû ? Si on essaie d'avoir une réponse d'un petit peu plus longue durée, il est possible que ce soit justement un passé un peu compliqué sur lequel on avait cru pouvoir mettre un couvercle en maintenant de telle sorte que rien n'explose, qui est en train petit à petit de sortir, de se faire entendre, avec vraisemblablement également quelque chose qui est de l'ordre mondial, puisqu'on voit bien que les formes racistes, les formes xénophobes, les formes autoritaires sont désormais un peu partout dans le monde, et je pense aux États-Unis, au Brésil, comme à plusieurs pays de l'Union européenne. Claude Lévi-Strauss, dans les années 50, fait une conférence démontrant que le racisme biologique n'a aucun sens. Finalement, est-ce que ça n'aurait pas été l'un des points aveugles de cette question raciste, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas été attentif aux autres formes de racisme qui auraient pu se développer en dehors du racisme biologique? Lévi-Strauss estime que le racisme biologique est une chose à ne pas confondre avec la culture, et vous avez raison, on a vu, mais là encore, de long terme, se développer une forme de racisme culturel. On en parlait beaucoup, là encore, dans les années 2000, au début des années 2000, à propos des Roms, à propos desquels, justement, la question de leur exclusion de l'espace public se disait en termes culturels. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la fameuse formule de « ils n'ont pas vocation à s'intégrer ». Donc le racisme culturel s'est longuement développé. Mais je pense qu'il s'est longuement développé aux côtés du racisme biologique, avec des formes de vagues peut-être, des formes de moments où l'un s'exprime davantage que l'autre, sans que ni l'un ni l'autre n'ait véritablement jamais disparu. Et on voit aujourd'hui à nouveau ressurgir du racisme biologique. Alors là encore, ça dépend un peu des contextes, mais dans le contexte états-unien, la race est très clairement quelque chose qui est une réalité qui se dit aussi en termes biologiques. Et dans la mesure où les discussions politiques, académiques, sociales sont transnationales, il me semble qu'on hérite aussi précisément de ces conversations telles qu'elles se produisent ailleurs. Et le racisme biologique et le racisme culturel sont deux manières qui ne sont hélas pas antithétiques l'une de l'autre, mais qui ont plutôt tendance à se renforcer et se complémenter mutuellement. On attribue parfois les manifestations de haine, de ressentiment, voire de xénophobie à des questions socio-économiques possiblement, mais également à une forme d'absence de reconnaissance dans l'espace social. Est-ce que cette thèse vous semble tenable ? Oui, alors, il y a beaucoup de formes de demande de reconnaissance à l'heure actuelle. Il y a des formes de reconnaissance issues de minorités racisées notamment. Alors je mets racisé, je mets pas de guillemets parce que je ne mets pas de guillemets à racisé, mais par contre je pense que c'est un terme qu'il faut juste un peu expliquer. Ce que j'appelle des minorités racisées, ce sont des minorités qui à un moment donné ont été construites sociologiquement, socialement, politiquement, économiquement, comme des minorités ressemblant à ce que dans le passé on appelait des races. Et en fait ces races n'ont jamais été rien d'autre que des constructions sociales, c'est-à-dire des groupes sociaux identifiés comme tels, catégorisés, essentialisés et naturalisés pour les besoins d'un projet politique
que la catégorisation et l'essentialisation servaient. Donc les races, de ce point de vue, et les groupes, ce que j'appelle plutôt donc les groupes racisés ou racialisés, pour bien insister sur le fait que ça n'a jamais été rien d'autre qu'une construction, qu'une production sociale et politique, ces races bougent, évoluent. C'est la raison pour laquelle les races ne sont jamais tout à fait les mêmes et dépendent des contextes politiques et sociaux dans lesquels, à un moment donné, des dominants ont besoin de les faire exister. Donc ces groupes racisés, aujourd'hui, en France, et là encore ailleurs dans le monde, ont besoin et font entendre des demandes de reconnaissance d'un passé qui les a exclus, qui les a exploités, qui les a parfois exterminés, et de reconnaissance du fait que ce passé a toujours des effets dans le présent et qu'aujourd'hui encore, il y a des différences, des inégalités, des effets de domination et d'oppression dans notre monde social qui sont liés à ces catégorisations, de racialisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois ces demandes de reconnaissance, donc d'égalité, d'émancipation, d'inclusion, d'être reconnu comme faisant véritablement partie d'un nous français, qui ne serait pas simplement le nous français des Gaulois, mais le nous français beaucoup plus inclusif de toutes ces personnes qui ont fait partie et qui font partie de la France contemporaine. Et à côté de ces demandes de reconnaissance, et c'est peut-être là qu'on a quelque chose qui est plus récent, qui est plus contemporain, il y a des demandes de reconnaissance de gens qui se sentent par là même, alors qu'ils étaient les dominants d'hier, de plus en plus minorisés, exclus ou humiliés, pour reprendre un terme qu'on a entendu ce matin, dans l'espace social. Et je pense qu'il y a concurrence des demandes de reconnaissance. Et c'est ça qui produit la situation explosive ou potentiellement explosive qui est la nôtre aujourd'hui. Vous êtes par ailleurs une spécialiste de la question des réparations. C'est un terme qui est curieusement revenu sur la scène du débat public. On parlait de réparer le contrat social, de réparer nos liens sociaux. Comment est-ce que vous l'entendez, ce terme de réparation ? Alors c'est un terme extrêmement complexe et polysémique. Pour en donner une idée de la manière dont personnellement je le mobilise, j'insiste souvent sur le fait que réparer ne veut pas dire fantasmer le retour à un passé qui n'aurait jamais dû bouger. En fait, on répare quelque chose, non pas pour le remettre à l'identique, mais pour le rendre à nouveau fonctionnel pour l'avenir. Et ce quelque chose, certains disent que c'est le contrat social. Alors j'ai peut-être des réticences à l'égard de cette idée de contrat social pour une simple et bonne raison, c'est que le contrat social, en tout cas d'un point de vue théorique, chez Rousseau notamment, qui est un de nos grands auteurs républicains et à très juste titre par ailleurs, le contrat social est souvent pensé comme une sorte de tabula rasa, c'est-à-dire chez Rousseau, c'est l'instant par lequel un peuple est un peuple. Et c'est cet instant qui n'a pas de passé, qui ne s'inscrit pas dans une histoire, mais qui est une espèce de production instantanée et immédiate d'un nous commun. Donc la raison pour laquelle je me méfie un peu de réparer le contrat social, c'est qu'en réalité, ce contrat social, s'il existe et si on a envie de penser notre mode d'être commun avec l'outil du contrat social, c'est un contrat social qui doit se faire tous les jours à nouveau parce qu'on décide d'y mettre toutes nos forces ensemble, mais il ne vient pas d'un instant qui serait cet instant avant lequel il n'y avait rien, mais il vient d'une histoire, d'une construction progressive, commune, lente, complexe et parfois brutale et violente de ce nous. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le vocabulaire du contrat social n'est pas forcément toujours satisfaisant. Alors c'est la vieille critique de Hume contre Rousseau, mais qui est réactualisée à l'heure actuelle si on estime que l'histoire doit être prise en compte pour construire le nous de l'avenir sans fantasmer le fait qu'on peut l'écrire aujourd'hui et maintenant sur une page blanche. En fait, la page n'est pas blanche. Il va falloir lire les pages précédentes pour savoir ce qu'on écrit ensemble pour l'avenir. Les journées s'intitulent Rencontres, recherche et création. Quelle est la part de création dans la recherche philosophique ? La recherche philosophique, politique, et je ne parlerai que de philosophie politique, qui est mon strict champ de compétences. La recherche en philosophie politique, me semble-t-il, part d'abord d'un diagnostic du temps présent. Et donc il y a d'abord quelque chose qui est de l'ordre de l'observation des normes, des préférences, des valeurs
tels que nous les mobilisons, alors en concurrence, en conflit, ou bien avec des équivoques. Mais il faut partir de ça, il faut partir du donné et arriver à l'observer, à l'analyser, à le saisir. Et puis, ce que fait la philosophie, me semble-t-il, c'est à partir de ce donné brouillon qu'est le réel, essayer de construire quelque chose comme des concepts qui seraient ceux qui pourraient nous être utiles pour mieux saisir ce présent. Et c'est là que la création intervient, mais à partir du matériau brut qu'est ce donné brouillon, en créant, en construisant du moins des concepts tels que ces concepts, on ne renonce jamais à les vouloir pour leur utilité. Le concept n'est pas simplement une abstraction ou une cohérence logique, c'est aussi quelque chose qui est une abstraction et de la cohérence logique, mais ce sont des concepts utiles, encore une fois, en philosophie politique, des concepts normatifs, des concepts politiques dont nous voulons faire quelque chose politiquement.